Merci à toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire de présentation des zonages médecins et orthophonistes. Merci aux collègues de l'avoir préparé. Vous rappelez que le zonage est un outil essentiel qui nous permet d'adapter notre politique d'accès aux soins et d'accompagner les dynamiques territoriales de santé. Cela permet d'identifier les zones où l'offre de soins est insuffisante et de mieux orienter les dispositifs d'aide à l'installation et au maintien des professionnels. Ce travail est actualisé, il nous permet d'ajuster notre action aux réalités locales et de mieux cibler les territoires où l'accès aux soins demeure fragile. Alors, ce zonage est le fruit d'une concertation large avec l'ensemble de nos partenaires dans un objectif partagé de garantir un accès équitable aux soins pour tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la méthodologie de ce zonage afin de vous permettre votre concertation et surtout le vote lié à ce zonage. Donc je tiens encore une fois à vous remercier toutes et tous pour votre présence nombreuse, parce que je vois 19 les collègues de l'ARS, donc merci beaucoup, et puis aux collègues de l'avoir préparé. Alors je pense que c'est Elisabeth qui prend la parole, je crois. Donc merci Oui, merci Elisabeth. Mohamed. Merci. Alors, donc nous allons commencer par la partie orthophoniste, sur la présentation un peu donc, du cadre méthodologique dans lequel s'est développé ce zonage. Donc, un bref rappel sur le fait que l'on est lié à l'arrêté du 1er mars 2023 qui définit la méthodologie applicable pour définir les zones qui sont dites prioritaires à l'installation concernant les orthophonistes. J'aimerais rappeler tout de suite d'emblée qu'il s'agit d'une méthodologie qui est posée au niveau national et que les ARS n'ont pas la main en fait pour pouvoir jouer sur les indicateurs qui sont retenus ou choisis dans le cadre de ce zonage. Donc les indicateurs qui nous sont donnés portent sur d'une part l'étude qui vise l'unité territoriale du bassin de vie. Donc effectivement c'est une zone territoriale qui est définie par l'INSEE et pour laquelle on n'a pas la main. Et le deuxième indicateur retenu, c'est la densité pondérée qui date de 2023 et qui sont des données fournies par la DRES. Donc, ce sont deux indicateurs pour lesquels, qui sont utilisés dans la partie du zonage orthophoniste et pour lesquels nous n'avons pas la main pour définir ce zonage. Le zonage, en fait, se décline en quatre catégories différentes. Donc, d'abord, les zones qui sont caractérisées par une offre de soins plutôt insuffisante ou qui présentent vraiment des difficultés à l'accès aux soins, c'est ce qu'on appellera les zones sous-denses. Et ces zones sont celles qui permettent l'éligibilité aux aides conventionnelles de la CEPAM lorsque un professionnel s'installe. Et puis ensuite, nous avons les zones intermédiaires et deux types de zones sur lesquelles on va dire que l'offre est plutôt qualifiée de suffisante, voire élevée. Ce sont les zones très dotées et surdotées. Donc pour zones intermédiaires, très dotées et surdotées, il n'y a pas de possibilité d'aide conventionnelle lors de l'installation de professionnels. Par rapport à la source des données, donc effectivement la géographie concernant les bassins de vie, elle a été plutôt visée au niveau des communes qui existent au 1er janvier 2024, les bassins de vie également existant au 1er janvier 2024 et les pseudo-cantons, puisque quand on est sur un bassin de vie inférieur à 30 000 habitants, on arrive sur ce qu'on appelle des pseudo-cantons, donc qui sont également territorialisés au 1er janvier 2024. La population par commune qui a été utilisée est celle de l'INSEE 2020. La période d'activité des orthophonistes, donc c'est l'année de soins 2023, et les professionnels en activité, donc ce sont les libéraux qui avaient au moins un cabinet ouvert au 31 décembre 2023. Donc tous ces indicateurs ont servi à créer le zonage. Donc le premier indicateur utilisé, donc c'est la densité des orthophonistes. Vous avez ici donc la carte qui a permis de calibrer entre guillemets le zonage, où l'on voit par différence de couleur où sont les zones les plus sensibles entre guillemets et où sont les zones qu'on va qualifier de mieux dotées en termes de nombre d'ETP, de professionnels, donc d'orthophonistes installés sur les territoires. Et donc, ce que l'on voit en découpage, ce sont justement les bassins de vie qui redéfinissent le nombre ou les cantons, selon en fait si les bassins de vie sont trop gros, on revient à un pseudo-canton. Et donc là, on voit qu'effectivement, il y a des disparités dans l'ensemble de la RSBFC sur l'installation, sur la- comment dire, les professionnels en activité dans l'ensemble de la RSBFC. Ce qui a permis en fait de sortir la carte du zonage
que je vous présente maintenant. Donc effectivement, où l'on voit des zones plutôt roses qui signifie que nous sommes dans des zones très sous-denses. Donc ce sont les zones qui sont plutôt visées justement à favoriser l'installation avec la possibilité de versement des aides conventionnelles de la CPAM. Et puis les zones intermédiaires figurent en blanc. Et ensuite, on a différencié les zones qui sont plus dotées avec deux codes couleurs, donc zones très dotées et surdotées en vert et vert très clair, ce qui indique que finalement, dans l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a pas beaucoup d'endroits où les professionnels sont en nombre par rapport aux besoins. Ah pardon, non, excusez-moi, je suis sur la... Non, non, je croyais que le PowerPoint avait enlevé cette clé. Donc là, nous sommes sur la... Pour mémoire, le zonage orthophoniste 2023. Donc c'était celui qui avait été présenté dernièrement. Et voilà le nouveau, je ne le retrouve plus. Donc proposition du zonage orthophoniste 2025, où là, effectivement, on a une évolution. Donc le calibrage est à peu près le même. On a juste une petite différence de couleur sur les zones qui sont très surdotées, où elles sont en bleu plutôt que précédemment dans un autre vert. Mais sinon, les zones qui sont sous-denses restent bien en rose. Et donc, effectivement, on a tout un nombre de bassins de vie sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté qui sont qualifiés de zones très sous-denses et dont les professionnels qui s'installent sur ces territoires pourront bénéficier d'aide à l'installation. Donc, c'est la cartographie 2025 qui vous est proposée pour validation de votre part concernant le zonage orthophoniste. Un bref rappel quand même sur les possibilités d'aide que les professionnels peuvent recevoir lorsqu'ils s'installent donc dans les zones vraiment sous-denses, où vous avez trois types de leviers possibles. Le contrat d'aide à l'installation des orthophonistes, là, qui vise plutôt à aider les professionnels lorsqu'ils débutent leur activité dans une zone sous-dense. Donc c'est un contrat qui peut durer jusqu'à 5 ans. Et donc le montant est de 19 500 euros maximum, versé selon plusieurs modalités en fonction des choix du professionnel. Ensuite, il y a le contrat d'aide à la première installation qui, lui, par contre, va plutôt agir au niveau de l'investissement des frais que peuvent avoir les professionnels au moment de l'installation. Donc, c'est également un contrat qui peut être versé durant 5 années, suivant certaines modalités et donc jusqu'à 30 000 euros maximum. Par contre, ces deux contrats ne peuvent pas être cumulés. Il faut faire le choix de l'un ou de l'autre. Et puis ensuite, le contrat d'aide au maintien des orthophonistes qui vient plutôt après les deux premiers contrats pour faire suite et qui se qualifie en aide forfaitaire de 1 500 euros par an et qui prend la suite en fait des deux autres contrats. Donc dans ces trois contrats, aucun n'est cumulable, mais l'un prend la suite des deux autres. Donc voilà la partie présentation du zonage 2025. Il y a toute une partie calendaire aussi qu'on reverra tout à l'heure avec la partie médecin. C'est une partie calendaire qui est commune aux deux zonages. Peut-être je vais revenir sur la carte 2025 pour que vous puissiez avoir visibilité. Et si vous avez des questions, je ne vois pas les questions, donc je ne sais pas si quelqu'un voudrait intervenir. Alors, il y a une question sur est-ce que le webinaire est enregistré? Oui, il est Oui. bien enregistré, effectivement. J'avais répondu à l'écrit, effectivement. Je suis toujours en train de chercher les petits réglages. Je m'excuse pour les participants pour qu'on puisse échanger verbalement. Vraiment, j'en suis désolée. Mais sinon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on essaiera d'y répondre le mieux possible. Donc, pas de questions sur le zonage orthophoniste. De toute façon, à l'issue, on enverra également le PowerPoint hein, si vous avez besoin. Et puis, donc, le vote se fera demain en CRSA plénière. Merci. Je vois juste que quelqu'un dit qu'il n'y a pas la possibilité que les gens s'expriment. Donc c'est normal, oui. Barbara, quelqu'un peut-être aimerait prendre la parole, mais du coup, si ça ne se fait pas par le chat, je comprends que ce n'est pas possible. Les gens peuvent, s'ils peuvent écrire avec, c'est dans le petit onglet au-dessus, Q et R. D'accord, donc ce n'est que par écrit les questions, d'accord. Et Madame Dormeyer disait qu'il n'y a pas de partage d'écran, mais est-ce que c'est bon? Cette fois-ci, Oui, le partage Si, est bien c'est fait. bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, ok, très bien. Tu peux continuer sur Pas de question. voilà, le zonage médecin, s'il te plaît, Elisabeth, merci. Attendez, on a si on a une question, les critères sont relativement larges en zone intermédiaire. Si j'ai bien compris, le nombre peut aller de 20 à 50.
En fait, alors oui, c'est pas tout à fait comme ça. C'est que en fait, on qualifie les zones sous-denses ou les zones intermédiaires en fonction des nombres de professionnels déjà sur les territoires, et ensuite on ajoute un ETP pour voir à quelle limite en fait entre guillemets une zone qui était sous-dense peut basculer en intermédiaire. Donc il n'y a pas forcément une qualification en fait du nombre exact, mais c'est en fonction en fait de cet ETP justement qui va permettre de faire une bascule. Donc effectivement, tout ce qui est zoné très sous-dense est en dessous en fait de 17,5% de la population française, et tout ce qui est en zone intermédiaire correspond à 60,3% de la population française. Globalement, c'est un lien entre le nombre de professionnels qui sont présents sur un territoire ou qui devraient l'être, et le nombre d'habitants en face et les besoins de cette population, puisque les besoins sont également calculés selon le nombre de rendez-vous pris auprès des orthophonistes durant l'année précédente, suivant les populations d'âge. Donc effectivement, il y a un maillage entre le nombre de professionnels et les besoins de la population en termes d'âge. Ok, on enchaîne sur médecin. On a Mais je encore vois pas deux les questions. Ah, je Oui, on ne les voit vois pas, pas. non. Alors, désolée, j'ai Dans un petit Q- problème. C'est dans QR et il faut à nouveau actualiser de temps en temps. Il y a un petit D'accord. pardon. Ensuite, on a une question donc, de Emmanuel Renaud. Sait-on si le zonage produit des effets positifs en termes d'installation? Alors, effectivement, ça permet à des orthophonistes de plutôt s'installer en fait dans les zones sous-denses. Donc, effectivement, on sait que ça a quand même un levier. Par contre, il est vrai qu'il y a après échange avec l'URPS orthophoniste, parce qu'on a eu l'occasion quand même d'échanger avec eux pour qu'ils puissent valider la carte qui était proposée. Ce que l'on voit, c'est que dans certaines zones, notamment frontalières avec la Suisse, où il y a parfois des difficultés à trouver des locaux, en termes de prix, ce sont des locaux très élevés. Eh bien, même si le zonage indique que, notamment vous le voyez ici sur la zone de Mèche, toute cette zone-là, en fait, on voit où on est vraiment en zone sous-dense. Malgré le fait que le zonage propose en fait une zone sous-dense pour faciliter les installations dans cet endroit territorial, ce n'est pas aussi simple, puisque du coup on a parfois un problème de locaux derrière qui fait que les orthophonistes ne peuvent pas malgré tout s'installer dans la zone sous-dense. Donc c'est assez complexe, mais on travaille avec l'URPS orthophoniste justement sur cette question pour essayer de trouver une issue positive. On a une autre question. Bonjour. Tenez-vous compte de l'ETP ou simplement le nombre? Les deux, c'est-à-dire qu'au départ, on va regarder le nombre. Donc, je vais peut-être revenir juste sur la carte bleue. Voilà. Donc là, on regarde exactement en fait le nombre de professionnels qui sont déjà installés, et c'est en ajoutant en fait l'arrivée d'un ETP d'orthophoniste sur le bassin, et ça, c'est étudié par rapport au taux d'installation des années précédentes, qu'on va voir justement si la zone reste en sous-dense ou passe en zone intermédiaire. Donc, effectivement, c'est à la fois l'utilisation des professionnels qui sont déjà présents sur le territoire, et ensuite l'ajout d'un ETP supplémentaire qui permet en fait de vérifier si on bascule. Donc, quand on parle d'ETP, effectivement, l'ETP est directement utilisé pour vérifier la bascule en zone sous-dense ou intermédiaire et plus. Et par rapport en fait aux personnes déjà installées, en fait aux professionnels déjà installés, on calcule quand même sur un ratio d'ETP qu'ils occupent. Effectivement, il peut y avoir plus d'orthophonistes que d'ETP. Y a-t-il un suivi sur le long terme? Autre Oui, question. oui, on a donc le national nous oblige en fait à revoir cette proposition de zonage tous les 2 ans au minimum. Donc de fait, tous les 2 ans, nous reprenons la carte qui nous est envoyée, et nous rediscutons avec l'URPS sur la diffusion de cette carte. Sachant que les indicateurs n'étant pas à notre main, nous prenons la carte telle elle nous l'est proposée. Il y a une autre question. Quid des installations en multisite? Alors, la question c'est, est-ce que ça joue sur les installations, ou est-ce que c'est possible de s'installer en multisite? Je ne sais pas. On n'a pas d'infos. C'est peut-être comment est comptabilisé le multisite? Peut-être.
toujours de la même manière avec au nombre de TP. C'est-à-dire que même si on a un professionnel qui agit sur plusieurs sites, ce qui est intéressant de prendre là dans la qualification du zonage, c'est son temps de travail, son temps d'intervention. Et ce sera toujours en rapport avec les actes qu'il produit. Donc de fait, qu'il soit sur un ou plusieurs sites, c'est toujours la personne en tant que professionnel qui agit et qui crée des actes. Je pense que ça répond à la question puisque c'est marqué tout à fait. Je ne vois pas d'autres questions. Très bien. On va jusqu'au zonage médecin? Oui. D'accord. Donc pour la présentation du zonage médecin, donc un peu le même calibrage que précédemment, un petit rappel des indicateurs. Donc on a toujours pour ce zonage l'obligation de classer nos zones en ZIP, zone prioritaire, ou ZAC, zone d'accompagnement complémentaire. Et donc du coup, ces deux indicateurs, enfin ces deux types de zonage proviennent de l'indicateur principal qui est l'APL, l'accessibilité potentielle localisée, qui est un des indicateurs phares proposés par le national dans la méthodologie de renouvellement des zonages. Donc l'APL, très rapidement, s'appuie sur plusieurs critères et donc c'est assez intéressant de l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, il y a à la fois effectivement le volume d'activité d'un professionnel, mais aussi le temps d'accès, il y a l'âge du professionnel, il y a aussi une donnée qui correspond au territoire où ça intègre un certain nombre de communes sur un territoire. Donc du coup, l'APL est assez complet comme indicateur et ça permet de rapidement viser les besoins sur un territoire. Donc ça, c'est intéressant. Mais du coup, on a également, nous, au niveau régional, ajouté des critères supplémentaires pour pouvoir les coupler avec l'APL de manière à obtenir en fait un besoin plus affiné. Donc les trois critères régionaux qu'on a ajoutés, c'est l'estimation du besoin à l'échelle des pôles réels de consultation. Ensuite, l'estimation des besoins en médecin généraliste, mais en prenant en compte les départs à 5 ans pour justement pouvoir voir quels seraient les territoires qui pourraient se retrouver dépourvus. Et puis, le taux de renouvellement naturel de chaque territoire. Donc, on peut dire qu'on part sur en fait une méthodologie de 4 critères qui sont cumulés ensemble pour pouvoir affiner les besoins sur les territoires. Donc, cette année, en fait, avec le zonage médecin, on a eu l'obligation d'un certain nombre de qualifications en territoire ZIP, donc zone d'intervention prioritaire, de 43,8% et de 32,2% en zone d'action complémentaire. Donc, ce sont des critères qui nous sont donnés par le national et lorsque nous travaillons sur notre zonage, on reprend chaque territoire pour être absolument sûr de tenir dans ces pourcentages qui nous sont imposés. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça représente pour nous 76% de l'ensemble des zones de la Bourgogne-Franche-Comté qui sont qualifiées de sous-denses, puisque ZIP et ZAC sont dans des zones sous-denses, toutes les deux. Et donc, par rapport au dernier zonage que nous avions à faire, par rapport à l'arrêté de 2021, il y a une légère augmentation pour la Bourgogne-Franche-Comté, cette fois-ci en zone d'intervention prioritaire, par rapport aux zones d'action complémentaire. La différence, en fait, c'est que à la fin, effectivement, on a un tout petit débit, on va dire, de 0,1% de zones sous-denses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les zones en ZIP, donc zones d'intervention prioritaire, sont plus nombreuses et on a droit à un pourcentage plus élevé cette fois-ci sur ce zonage que précédemment. Donc ça veut dire qu'il faut retenir qu'on aura plus de territoires qui pourront bénéficier d'un levier à installation. Et il y a une petite nouveauté également. Donc effectivement, dans la nouvelle convention assurance maladie, qui va se mettre en place à partir du 1er janvier 2026. Donc, on a, grâce à ce zonage, la possibilité donc, d'apporter des aides à l'installation aux jeunes qui souhaitent s'installer sur les territoires. Donc, soit 10 000 € à l'installation en ZIP ou alors 5 000 € à l'installation en ZAC. Et pour, effectivement, les médecins qui seront installés, donc ce qu'on appelle primo-installés, les jeunes qui arrivent sur les territoires, il y aura, et ça c'est la nouvelle mesure, on va dire, de la nouvelle convention, c'est que les médecins pourront bénéficier de la majoration du forfait médecin traitant. Donc ça veut dire que quand on est installé dans une zone ZIP et que on est nouvellement installé, on peut faire valoriser entre guillemets son forfait médecin traitant avec des pourcentages plus importants que le strict versement du forfait. Donc la première année, les jeunes installés pourront avoir accès à un forfait médecin traitant majoré de 50%.
30% la deuxième année et 10% la troisième année, et puis sur les années qui vont suivre, 10% jusqu'à temps que la zone sorte du ce qu'on appelle la ZIP, zone d'intervention prioritaire. Donc ça, c'est un premier levier. Et puis, une nouvelle en fait, mesure qui est portée aussi dans cette convention, c'est que les médecins qui sont déjà installés, qui sont déjà en forme de professionnels sur le territoire, pourront également bénéficier d'une majoration du forfait médecin traitant de 10% à partir du moment où ils exercent dans ces zones d'intervention prioritaire. Donc la nouveauté, on va dire, sur ce zonage, c'est que effectivement, on a plus de zones qui sont qualifiées en ZIP et du coup, le zonage va permettre d'aller au soutien de plus de professionnels, puisqu'il s'agira à la fois des nouveaux installés et puis également des médecins qui sont déjà en cours d'activité sur ces territoires. Alors, en ce qui concerne en fait la dérogation, effectivement, on a aussi cette mesure qui a été positionnée et donc ça a été un choix vraiment régional d'utiliser le levier de la dérogation, c'est-à-dire qu'avec ce nouveau zonage, on a eu la possibilité de faire un choix d'aller à l'échelon de la commune pour zoner la population d'une commune et décrire son besoin en ZIP. Effectivement, précédemment, jusqu'au dernier zonage que nous avons fait pour les Messins, en fait, le bassin de vie était l'unité retenue pour le zonage. C'est-à-dire que lorsqu'on calibrait une zone en intervention prioritaire ou en action complémentaire, on devait toujours qualifier en termes de bassin de vie. Et c'était donc du coup une réunion de plusieurs communes ensemble. Cette fois-ci, nous avons pu utiliser le levier en fait de la dérogation communale et de pouvoir classer 5% de notre population régionale en repartant de l'échelon communal, ce qui faisait à peu près 140 000 habitants. Et c'est donc un levier qu'on a pris cette fois-ci, puisque ça nous a permis, en fait, à l'intérieur de bassins de vie, de pouvoir faire le choix d'un certain nombre de communes qui semblaient prioritaires par rapport à d'autres dans un même bassin de vie pour pouvoir faciliter l'installation ou même accompagner, soutenir les professionnels qui étaient déjà en exercice. Donc c'est un levier qui nous a permis, en fait, vous le verrez sur la carte, d'aller parfois au cœur de certains territoires et de pouvoir cibler vraiment des zones très spécifiques dans les territoires. Donc, à partir de quoi en fait les choix ont été faits? Pourquoi une commune plutôt qu'une autre? Simplement parce que en fait, on avait là 5 possibilités d'appui entre guillemets pour faire ces choix. D'abord, on a regardé la dynamique médicale locale, effectivement, si on a beaucoup de médecins qui sont déjà installés, si certains sont installés mais sont sur le départ, si des médecins étaient déjà partis et n'avaient pas été remplacés, mais que vous aviez déjà en fait un équipement type MSP présent sur le territoire, on a fait le choix de ces communes. Ensuite, on a regardé quelles étaient les structures de soins qui étaient existantes, c'est-à-dire que si une MSP était déjà en place ou si un cabinet était déjà mis en place, du coup, ça nous paraissait logique de pouvoir classer les communes où il y avait un certain nombre de structures en place pour pouvoir faciliter l'installation des jeunes au sein de ces structures. Ensuite, la fragilité territoriale. Certaines communes pouvaient être considérées plus fragiles que d'autres parce qu'il y avait une offre, l'offre n'avait pas été renouvelée et par rapport aux besoins que présentait la population autour d'un cabinet non renouvelé, il était important de pouvoir réinstaller quelqu'un. Donc, on a travaillé sur cette fragilité territoriale. La population et les besoins, c'est-à-dire qu'en fait, on a regardé à la fois le volume d'habitants, mais aussi le nombre de patients qui étaient en charge des praticiens qui étaient déjà en exercice sur les territoires pour pouvoir faciliter justement l'exercice de ces praticiens déjà présents. Et puis, on a regardé tous les projets qui étaient en cours, c'est-à-dire que si on a eu la circulaire FMIS des 4000 MSP qui nous a permis d'accompagner la construction de différentes structures. Et donc, effectivement, là où nous avions des MSP qui sont en cours d'élaboration en termes de bâtiments, nous avons fait le choix, effectivement, de pouvoir les aider aussi au niveau du zonage prioritaire. Donc ça, c'est juste un travail très fin qui a été fait au niveau de chaque territoire pour tenir compte des spécificités locales au plus proche de la réalité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en 2025, donc on a pu classer 1560 communes en ZIP, ce qui fait un total de 1 227 833 habitants. Alors qu'en 2024, nous avions plus de communes zippées, 1606 habitants, mais pour un total d'habitants qui était 1606 communes pour un total d'habitants qui était inférieur, 999 835 habitants. Donc on considère là que le nouveau zonage est plus intéressant pour répondre directement aux besoins des habitants sur les territoires. Donc on a 62 communes qui sont passées en ZIP, effectivement,
de ZIP à hors zonage, mais ça c'est juste lié au fait que nous avions des communes qui appartenaient à des territoires de vie et santé qui étaient gérés administrativement par des régions voisines et pour lesquelles en fait il n'était pas nécessaire de reclasser ces communes en Bourgogne-Franche-Comté. Donc du coup, ce sont des communes qui sont passées en hors zonage, mais on a bien fait attention avant de les passer en hors zonage qu'il n'y ait pas d'impact spécifique sur l'offre de santé. Toutes les communes qui étaient dans cette disposition-là, mais avec une obligation de reclasser la commune en ZIP, elles ont été récupérées. Donc là, 62 sont passées en hors zonage juste parce qu'il n'y avait aucun intérêt à les garder. Et puis du coup, entre 2024 et 2025, on a également 42 communes qui sont passées de ZIP à ZAC. Donc effectivement, c'était des communes qui étaient souvent classées, comme je vous l'ai dit précédemment, sous une forme de bassin de vie. Il n'y avait pas forcément d'intérêt en fait à ce qu'elles restent en ZIP. Par contre, elles n'ont pas été complètement déclassées, elles sont passées en ZAC, ce qui fait que si toutefois, sur une des communes, il y avait un médecin qui souhaitait s'installer, au moins ce médecin pourrait bénéficier des aides conventionnelles qui sont liées au ZAC. Alors, en juillet 2024, voilà un peu comment le territoire était classé. Donc, on avait, comme vous le voyez, des plus gros pavés, on va dire, avec tout ce qui était libellé par bassin de vie, et donc, effectivement, et par territoire de vie santé. Et donc, effectivement, on avait des zones qui étaient beaucoup plus larges, on va dire, sur la partie ZIP et ZAC. On pouvait facilement les différencier dans la carte. Et l'évolution qu'on propose maintenant, c'est celle-ci. Donc, une proposition de zonage à partir de septembre 2025 que nous avons travaillé, nous, où l'on voit effectivement des zones, toujours jaune assuré ZAC ou rouge ZIP, mais à l'intérieur des territoires ZAC, vous pouvez retrouver des communes qui ont été un peu sorties, on va dire, de l'ensemble du zonage pour pouvoir les classer en ZIP malgré le fait qu'elles soient dans une zone ZAC. Donc par exemple, ici dans le 89, vous avez toute une bande de territoires qui peut-être dans l'ancien zonage était ZIP, mais est repassé en ZAC parce que la plupart de ces communes ne nécessitaient pas d'être aidées en ZIP. Mais par contre, nous avons bien fait attention de ressortir strictement toutes les communes qui avaient un enjeu en termes de santé, d'installation et de praticiens déjà en exercice. Donc ces communes-là sont classées ZIP et pourront bénéficier, si des personnes viennent s'y installer, des aides à l'installation. Et puis, nous avons également reclassé des QPV qui n'étaient pas forcément en fait classés au départ comme des zones nécessiteuses et qui avaient quand même des projets soit en cours, soit des gros besoins en termes de besoins de santé. Et donc, ce sont des QPV comme à Adol, par exemple, ou à Gré, où l'on a reclassé le QPV pour être absolument sûr qu'il soit en ZIP. Voilà. Quelques chiffres quand même pour étayer l'ensemble. Donc effectivement, je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est quand même assez dense en termes de chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on voit facilement les territoires dans lesquels en fait on a vraiment mis beaucoup, où il y a eu un choix vraiment de soutenir l'installation parce que en termes de besoins de population, il y avait de gros besoins et qui n'étaient pas du tout couverts. Par exemple, en ce qui concerne le territoire Nord-Franche-Comté, vous voyez que 100% du territoire est couvert en ZIP et en ZAC. Donc l'ensemble du territoire est couvert, mais il faut savoir que c'est un territoire qui a une grosse population avec des besoins importants et un taux malheureusement de médecins en activité assez faible. Donc 50% du territoire là a été classé en ZIP et 50% en ZAC, ce qui fait qu'on arrive à 100% du territoire couvert avec ZIP et ZAC. Les autres territoires les plus fragiles sont le 58, donc la Nièvre, avec 99,1% de son territoire qui est classé, et ensuite arrive la Saône-et-Loire avec 97,8% et la Lyonne avec 96%. Donc c'est vraiment 4 territoires qui effectivement, d'emblée, si nous n'avions pas utilisé le levier communal, étaient de toute façon d'emblée des territoires qui étaient classés avec un fort besoin à couvrir en termes de ZIP. Voilà pour l'ensemble. Et puis, alors, donc, un petit rappel calendaire. Donc, fin septembre 2025, nous avons rencontré donc, les territoires, les directions territoriales ont rencontré les préfets ainsi que Madame Marnier sur la présentation de ce zonage. Le 11 septembre et le 29 septembre 2025, nous avons eu des concertations avec les URPS, orthophonistes et médecins pour partager en fait la proposition qu'on vous fait aujourd'hui. Et le 2 octobre, il y a eu la concertation des CTS pour valider l'ensemble des travaux qui étaient menés sur le zonage. Nous avons aujourd'hui cette présentation en CRSA et vous êtes invités à voter demain pendant la séance plénière. Et puis, on pourrait normalement, si Madame Marmier signe bien les arrêtés, d'ici
novembre, avoir un zonage arrêté pour, on va dire, début novembre, peut-être mi-novembre. Voilà. Oui, en fait, la directrice générale de l'ARS signera les arrêtés à l'issue de cette concertation, sachant que par ailleurs, au niveau des territoires, il y a eu des concertations également avec les élus qui l'ont souhaité, des réunions plénières qui se sont organisées. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on puisse appliquer avant la fin de l'année ce zonage et que la DGRS puisse signer les arrêtés après que l'ensemble de la concertation ait eu lieu. Alors, je crois qu'il y a plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. Je vais peut-être me mettre sur la carte, comme ça, ce sera plus clair. Ouais. Y a-t-il des limitations d'installation dans les zones surdotées? Alors, peut-être, Valérie, tu peux répondre? Non, mais vas-y, Non, enfin, je peu peux. importe, Alors, tu peux y aller, vas-y, je te laisse. Par contre, je ne sais pas si c'était par rapport à la question des orthophonistes ou des médecins, parce que je l'ai vu, elle a 14 minutes, donc, mais peut-être que tu peux répondre pour les deux. Vas-y, d'accord. Elisabeth. Donc, que ce soit dans un zonage ou dans l'autre, si quelqu'un souhaite s'installer en zone surdotée, il n'y a pas de mesure, comment dire, limitative. En fait, chacun peut s'installer là où il le souhaite, mais effectivement, le fait de zoner des territoires en ZIP permet quand même de faciliter l'installation à des personnes, des professionnels qui le souhaiteraient. Donc, ça permet quand même de zoner quand même, entre guillemets, des endroits qui sont nécessiteux et d'attirer des professionnels, en particulier, on l'espère, avec la nouvelle convention. Donc, Il y a effectivement, une liberté, quelqu'un, voilà. Liberté voilà, c'est ça, d'installation, voilà, ça c'est la liberté question. d'installation Il reste reste une ancienne. liberté d'installation de là Tout où à on veut. fait. Les aides interviennent au niveau des primo-installés, mais un médecin avec une certaine ancienneté qui vient d'ailleurs peut-il prétendre à des aides de la CEPAM et sur quels critères, le cas échéant? Alors, dans la nouvelle convention, un médecin qui est installé sur un territoire peut bénéficier, effectivement, comme je l'avais noté au départ, d'un certain nombre d'aides financières, notamment la valorisation de son forfait médecin traitant avec une majoration de 10% sur sa patientèle. Par contre, si la question est le médecin vient d'un autre territoire, il arrive, il s'installe, il faut quand même qu'il soit enregistré à l'ordre sur son territoire où il exerce, sinon ça n'est pas possible. Il ne peut pas bénéficier en fait de l'aide s'il n'est pas installé sur ce territoire. Et ça amène à la question, nous constatons que les médecins déjà installés déménagent leur cabinet à quelques kilomètres plus loin pour bénéficier de l'ensemble du dispositif. Donc, alors effectivement, c'était le cas avant, mais la nouvelle règle permet cette fois de limiter aux primo-installés et d'éviter les effets d'aubaine et par ailleurs de reconnaître quand même, comme ça a été dit par Elisabeth, que ceux qui sont déjà installés aussi soient valorisés dans leur exercice par rapport à cette majoration du forfait médecin traitant. Comment faites-vous pour vous y retrouver? Qu'en pense l'URPS médecin? Et quels ont Alors, été les avis des CTS ensuite? Mais j'y répondrai après. Alors, comment nous nous y retrouvons avec une cartographie qui est quand même assez claire. Donc ça peut être, c'est un bon outil et on l'espère assez clair pour vous aussi. C'est ça qui était important, hein, de bien vous expliquer comment on avait pu procéder pour arriver à une telle carte et surtout quel est le sens en fait de ce qui a été calibré en ZIP ou en ZAC derrière. Après, l'URPS effectivement, le médecin donc a bien été concerté. En fait, on a pris du temps avec eux pour bien leur expliquer. L'URPS médecin était satisfait de voir que la carte avait été étudiée avec enfin en détail, avec beaucoup de temps passé sur l'étude de chaque territoire et de l'existant aussi, hein, puisque c'est la nouvelle convention qui nous le permet. Donc ça a été plutôt bienvenu. Euh, Bon, je dois vous dire que peut-être du côté de l'URPS médecin, c'est le regret, mais ça n'est pas à la main de la RSBFC et c'est national, que le zonage ne puisse pas également agir sur les médecins spécialistes. Voilà, c'est le seul regret qui a été formulé pendant cette réunion. Oui, donc effectivement, alors pour compléter ce qu'a dit Elisabeth sur comment on s'y retrouve, on a bien évidemment une liste des communes hein, avec leur classement, donc, et puis des QPV, le cas échéant, qui bénéficient du zonage. Quant aux avis des CTS, alors en fait, on n'a pas, c'est aujourd'hui la date limite puisqu'il y a eu, on n'avait pas forcément le quorum dans tous les CTS, donc il a fallu relancer de la consultation. Donc tout ça prend un petit peu de temps. Et on aura normalement d'ici ce soir, je n'ai pas le résultat, mais d'ici ce soir, on devrait avoir le rendu de tous les CTS par rapport à ce zonage.
Alors, je vais réactualiser, voir s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, comme indiqué, à l'issue de ce webinaire, nous vous enverrons le document de présentation, bien évidemment, et également, donc l'enregistrement sera disponible. Barbara, peut-être expliquer? Oui, disponible du coup sur Ma Santé en Bourgogne-Franche-Comté et je vais voir aussi pour qu'il soit disponible sur le site de l'agence. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Non, moi non Donc, plus. je te vais repasser la parole à Mohamed pour le mot de la fin, si vous en êtes d'accord. Merci. Merci Valérie, je ne vois pas de nouvelles questions. Écoutez, merci pour cette présentation qui a été très claire. J'espère que ça vous a éclairé, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la CRSA. Si jamais il y avait des questions qui vous revenaient, je pense que Valérie, on peut les poser par mail. En tout cas, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. En tout cas, merci pour cette présentation et merci, Monsieur le Président, et à tous les membres de la CRSA pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder et le temps que vous allez prendre pour voter. Voilà, donc merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et bon appétit.